Bonjour tout le monde. Donc bienvenue, alors on a un petit peu de retard, on va le rattraper. Bienvenue dans cette table ronde sur le thème du réemploi dans la filière viticole. Donc nous allons parler principalement, exclusivement même, de la bouteille de vin en verre, à usage unique ou pas, et du retour de la consigne de cette fameuse bouteille dans un contexte global de recherche de durabilité et de réduction de l'impact environnemental de la filière viticole. On va se demander si le retour de la consigne de la bouteille réemployable est souhaitable, déjà. Après, si c'est possible. Et si oui, comment on fait pour y arriver? Et enfin, la question qui est posée, si la filière viticole est vraiment prête aujourd'hui à franchir ce pas audacieux. Voilà. Alors pour ça, nous avons autour de la table 4 spécialistes du sujet, qui sont toutes les 4 très impliquées dans le retour du réemploi et de la bouteille consignée, et évidemment très partisane de ce retour du réemploi. Alors nous avons Cécilia Bourgeois, responsable développement du réseau Vrac et Réemploi, une association qui réunit les professionnels autour de la réduction des emballages. Thomas Lemal, CEO de OE, marque de vin bio certifié B Corp, pionnière du retour de la bouteille de vin consignée en France, voilà, qui distribue du vin. Muriel Châtel, CEO de Sustainable Wine Solution à Londres. Alors, Sustainable Wine Solution, vous vendez du vin en vrac, mais aussi depuis quelques années en bouteille consignée dans les réseaux CHR en Angleterre. C'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, j'ai résumé à peu près. Vous allez pouvoir ajouter après, voilà, si vous voulez. Et enfin, Célie Couchet, fondatrice de Bout à Bout, entreprise de lavage de bouteilles et opérateur de filière, qui est basée près de Nantes et qui est une entreprise pionnière dans le retour de la consigne en France également. Et moi-même, je m'appelle Julie Reux, je suis journaliste. Et voilà, et je vais animer cette table ronde. Alors, on va commencer tout de suite. Vous pourrez poser évidemment des questions à la fin aux 4 personnes. On va essayer d'abord de savoir pourquoi il faudrait retourner à la bouteille consignée. Et donc, on va commencer par la première base. Célie, quelle est la plus-value environnementale offerte par le réemploi de la bouteille de vin? Déjà, la base. Merci. Bonjour à tous. On a pris l'habitude depuis quelques décennies de jeter nos emballages en verre à la borne à verre et on pense bien faire. En réalité, on peut faire beaucoup mieux parce que le recyclage, ça demande de faire fondre le verre à 1500 degrés pendant 24 heures pour fabriquer de nouvelles bouteilles, alors qu'on pourrait les réutiliser jusqu'à 50 fois. Et ça permet d'éviter beaucoup d'énergie, de consommation d'eau, et d'éviter un pourcentage important de CO2. Donc pour donner un exemple qui provient d'une étude de l'ADEME de 2018, donc une ACV de l'ADEME, qui étudie le dispositif de réemploi dans une filière qui est relativement optimisée, mais pas complètement, comme en Allemagne par exemple ou en Belgique. Donc c'est à l'échelle de l'Alsace. Donc les données étaient très claires, donc les données étaient très en faveur du réemploi. Donc sur les 3... on va dire les grandes données qu'on étudie, il y en a d'autres, mais je vais vous en citer 3 principales. Au niveau de l'énergie, on évite 79% d'énergie. On utilise 2 fois moins d'eau, précisément 51%. Et en plus, on évite 77% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment très significatif. Et il y a une autre étude plus récente, donc, qui date de l'année dernière, toujours de l'ADEME, qui étudie les distances à partir desquelles le réemploi est plus vertueux. Et donc, on a étudié les distances qui ont été étudiées partaient de 30 km à 600 km. Et sur toutes ces distances, le réemploi était plus avantageux. Donc, quelle que soit la distance, et à partir d'un nombre de rotations qui va de 2 à 4 selon les modèles de bouteilles. Parce que parfois, on prend des modèles un petit peu plus lourds pour faire du réemploi. Nombre de rotations, c'est le nombre de lavages? Oui, voilà. Nombre de cycles que fait une bouteille, nombre de fois où elle est réutilisée, lavée. Donc de 2 à 4, voilà, c'était toujours plus avantageux, ce qui est très faible. En Allemagne, par exemple, c'est en moyenne 20 et on va jusqu'à 50 cycles. Donc voilà, on est quand même sur des données très, très positives. Et pour tout type d'emballage étudié, c'est-à-dire même les petites bouteilles, pour les petites bouteilles, c'était aussi plus favorable que l'usage unique. Et on peut parler peut-être d'une autre piste pour réduire l'impact environnemental de la bouteille en verre. On sait que c'est un poste important en termes de CO2 dans le bilan carbone de la filière vin.
Je vais donner un exemple de la Maison Ravoir qui a fait une table ronde ici même l'année dernière et qui a étudié dans une ACV différentes possibilités. L'allègement de ces bouteilles notamment et le réemploi. Et donc, le choix a été assez rapide, donc en faveur du réemploi, parce que l'ACV a montré que l'allègement des bouteilles déjà ne peut être utilisé qu'une fois, c'est un levier qu'on peut utiliser qu'une fois, et en plus c'était assez faible par rapport à ce qu'on peut gagner en passant au réemploi jusqu'à 20 rotations. Donc voilà, la Maison Ravoir a fait le choix du réemploi comme beaucoup d'autres aujourd'hui, et nous on le constate en tant qu'opérateur de filière et de lavage. On a beaucoup de demandes et des grandes maisons de vin qui viennent aujourd'hui nous visiter, nous auditer et qui font ce pas vers le réemploi pour des raisons écologiques. Donc plus écologique que le recyclage de la bouteille, mais aussi que l'allègement de la bouteille. Oui. Pur allègement. Bon, on va y revenir à mais cette question. Voilà, déjà on a des réponses. Je vais me tourner vers Muriel Châtel de Sustainable Wine Solution. Alors, vous avez opté pour le réemploi récemment. Enfin voilà, vous êtes les spécialistes du vin on tap, donc c'est ça. C'est ça. Oui. On ne dit pas à la pression, mais en keg. Oui. En fait, vous vous êtes mis au réemploi, mais tu m'avais expliqué que c'était vraiment par opportunité commerciale, par souci des besoins de tes clients, etc. Et aujourd'hui, vous distribuez avec Sustainable Wines 1 demi-million de bouteilles réemployables dans toute l'Angleterre. Dans toute l'Angleterre. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup qu'est-ce qui t'a convaincu toi en fait? Pourquoi tu t'es allé vers ça? Alors nous, donc, effectivement, on importe des vins en petits vracs, des vins de qualité en petits vracs en Angleterre. On distribue donc, dans toute l'Angleterre. On est basé à Londres. Et en fait, on était spécialiste donc, du wine on tap, parce que moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était le mode de consommation alternative. Et donc, la consigne, c'est pas forcément quelque chose vers lequel je serais allée, parce que, moi, la consigne, j'ai pas de romantisme par rapport à ce qui se passait dans les années 80. Enfin, c'était quand même assez lourd, etc. Et ceci dit, j'ai rencontré donc un viticulteur bordelais qui s'appelle Damien Barton, de Langoa-Barton, et qui m'a demandé, en fait, si nous, on serait prêt à mettre en bouteille ces vins et à réutiliser les bouteilles. Et finalement, bon, on a fait une petite étude et j'ai dit pourquoi pas. Mais j'ai pas voulu le faire que sur quelques vins. J'ai dit si on doit le faire, on va faire toute la gamme, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et en fait, ce qui était génial, c'est que finalement, on s'est vraiment rendu compte, ça a été un petit peu complexe à mettre en place, mais c'est pas compliqué. Je me suis rendu compte que finalement, la complexité dans un monde linéaire fait peur, alors que finalement, la complexité, ça fait partie de la vie, quoi. Il n'y a qu'à regarder le corps humain. Donc, cette complexité ne nous a pas fait peur. On a mis un petit peu de temps à l'étudier, à faire le tour. Et nous, en fait, on s'est rendu compte que comme il n'y avait pas de filière, il a fallu tout faire. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on s'occupe de la logistique aller-retour. Et il a fallu donc qu'on se mette à laver les bouteilles. Mais ça a été possible. Et en fait, donc il y a 3 sujets pour moi. Il y a d'une part le fait que ce qui compte, c'est à la base de diminuer l'utilisation de verre. Et ça part par réduire la bouteille quand on n'a pas besoin. Donc d'entrée, réduire le nombre de bouteilles dont on a besoin. Donc on peut imaginer passer de 30% d'utilisation du vin dans des contenants intermédiaires, que ce soit les fûts, que ce soit les bag-in-box, etc. Ensuite, l'autre sujet, donc, c'est quand on utilise la bouteille, c'est quand même quelque chose qui est génial et qui parle au consommateur. Donc, en fait, si on veut vendre du vin, il faut quand même avant tout parler le langage des consommateurs. On en reparlera après des consommateurs. Voilà. Et donc, en fait, ça, c'est la bouteille. Quand on a lancé la bouteille consignée, c'était sous Covid. Ça veut dire que quand même la restauration il n'y avait pas de restaurant d'ouvert. Et pour moi, ce qui est très important, la façon dont je l'abordais, moi, je voulais absolument lancer le projet avec la restauration. Parce que je savais qu'on serait en contrôle du retour. On n'a pas pu le faire, donc on a dû lancer avec les cavistes. Et je sais qu'il y a un autre courant qui va vers la bouteille allégée. Et donc ça me dérangeait. J'avais pas envie d'aller sur leur terrain. Et donc je me suis dit, est-ce qu'on peut faire
ce pilote avec une bouteille allégée. Donc on a commencé à travailler avec des bouteilles de 390 grammes, donc qui sont relativement légères. On livre sans emballage et en casier donc réutilisable, comme bout à bout d'ailleurs, dont on s'est beaucoup inspiré. Et on arrive à récupérer, donc on élimine quand même du packaging. On a des bouteilles allégées. Et quand j'ai vu avec mon équipe, donc évidemment, moi, monsieur Léverrier, quand je les ai contactés, ils m'ont dit il faut une bouteille lourde. Enfin, on reparlera de ça. Mais donc, il y a controverse. Voilà, mais c'est vraiment pour moi un sujet clé. Le poids de la bouteille, c'est le plus important. Donc nous, en tout cas, on utilise des bouteilles légères. Maintenant que les restaurants ont réouvert, et on n'a pas eu de problème. Et non seulement on n'a pas de problème de casse, mais il faut penser aussi de la pénibilité au travail. Enfin, bref, peu importe. Comme nous, on met en bouteille nous-mêmes, c'est quand même quelque chose que je ne peux pas ignorer. Et voilà. Et maintenant que la restauration, évidemment, a réouvert depuis un moment, c'est un truc génial. On arrive à avoir 80% de retour. Donc, c'est pas rien. Et encore, on est... et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et on fera beaucoup mieux quand on sera dans une position de récupérer toutes les bouteilles. Même celles qui ne sont pas à nous. Mais enfin, on n'y est pas, quoi. Okay. Donc, on n'y est pas encore, mais justement, on va voir si on peut, comment on fait pour y arriver. Voilà. Ça va être la question. On a parlé un petit peu des consommateurs. Qu'est-ce qu'on sait des attentes des consommateurs? Thomas, je me tourne vers toi. Donc, qu'est-ce qu'on sait des attentes des consommateurs? Est-ce qu'on sait comment ils apprécieraient une bouteille consignée? Finalement, quel regard ils ont sur ce geste de la consigne? On a vu des études consommateurs qui montrent que concernant l'aspect packaging, le réemploi, la consigne, c'est l'acte le plus demandé par les consommateurs. Et en fait, souvent, l'acte le plus demandé, ça veut dire quoi? L'attente la plus forte des consommateurs concernant le packaging, c'est de pouvoir réemployer. D'accord. Et nous, ça fait 4 ans qu'on a lancé la consigne avec OE. On nous a dit, mais tu fais fausse route, ça ne marchera pas. Et pour autant, on voit que ça a pris et que, je pense, 2024, c'est l'année de la bascule. On voit que les consommateurs, souvent, on leur demande, mais il faut avoir des gestes écologiques, il faut contribuer, etc. Et on ne sait pas forcément comment, nous, petits consommateurs, on peut. Et la consigne, on voit, vu les bénéfices, que par un simple geste, on peut vraiment changer la donne, quoi. Et donc, je trouve que c'est un moyen très facile que nous, les marques, on peut offrir aux consommateurs pour avoir un vrai engagement écologique et être activistes aussi dans leur consommation par ce biais-là. Du coup, les consommateurs il n'y a pas de frein insurmontable, on va dire, d'obstacles. Les consommateurs ne sont pas hostiles à cette bouteille réemploi. Ils sont loin d'être hostiles. Alors après, ça dépend quel consommateur on prend. Si c'est la restauration, vraiment, il n'y a aucun frein. Enfin, le truc, il y a toujours la place, le poids, etc. Mais chez les pros, nous, 80%, on a 80% de retour aussi sur la restauration et 80% de nos volumes en restauration sont dans une logique de réemploi. Et ça marche très bien dans toute la France. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de frein. Sur les consommateurs finaux, là, la logique, c'est de rapporter les bouteilles. Donc, il y a un acte nouveau qui est plutôt que d'aller à la borne de recyclage, d'aller rendre la bouteille dans un point de collecte. Et donc, il y a ce mouvement-là un peu nouveau qu'il faut réussir à mettre en place. Mais franchement, la filière se structure pour ça et j'ai aucun doute que ça se fasse très bien. Ok. Bon, on va essayer de voir encore une autre raison. J'essaie de trouver les raisons d'aller vers le réemploi pour la filière. Le côté, la situation réglementaire, Cécilia Bourgeois, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quelles sont les obligations? Et surtout, qu'est-ce qui attend la filière, en fait? Qu'est-ce qui vient en termes d'obligations réglementaires et réglementaires? Bonjour à tous. Effectivement, en France, on a un décret d'application de la loi AGEC, qu'on appelle le décret réemploi, qui nous fixe des objectifs de réemploi d'ici 2027. Donc, tous les metteurs en marché devront prouver qu'ils font 10% de réemploi d'ici 2027. Donc, ça implique aussi tous les vignerons, tous les domaines. Qu'est-ce que c'est le réemploi? Donc, qu'est-ce qui compte dans ces 10%-là? Il y a 2 typologies de réemploi. Il y a le réemploi par le consommateur. Donc, le consommateur revient avec son contenant et on lui propose une offre de solution, enfin une solution sans emballage, donc on appelle ça le vrac. Et on a le réemploi de la bouteille par le professionnel, donc ce que fait OE par exemple avec le réemploi de sa bouteille qui retourne dans un cycle.
Donc ça, ce sera d'ici 2027. Donc on parle pour tous les metteurs en marché. On a aussi l'article 23 de la loi Climat et Résilience qui fixe des obligations là pour les distributeurs. Donc ce sera pour toutes les grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés, devront avoir une obligation de 20% de leur surface de vente ou de leurs références produits qui sont présentés sans emballage pour le consommateur. Donc là, on parle de vrac ou on parle de refill. Donc ça montre bien qu'on a des objectifs qui sont fixés pour les professionnels metteurs en marché et pour les professionnels distributeurs. Donc ça, c'est pour la partie France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on est assez en avance sur la partie réglementaire par rapport à l'Europe. Donc là, on a un texte qui vient de passer, qui s'appelle le PPWR au niveau européen, qui fixe aussi des objectifs de réemploi, là vraiment pour toute l'Europe. Et on a aussi, dans ces textes-là, des objectifs de réemploi, un peu comme on peut avoir en France avec les 10%. Et malheureusement, le secteur du vin est exempté de ces objectifs. Nous, on trouve ça vraiment très dommage parce qu'on pense vraiment que le secteur du vin est un des secteurs qui est le plus facile pour le déploiement du réemploi. Mais heureusement, le texte va quand même dans le bon sens pour la partie distributeur, qui a les mêmes objectifs qu'en France, à 10%, puisque ça va être plus difficile au niveau de l'échelle européenne. Mais on a quand même des avancées qui se font au niveau réglementaire, que ce soit français ou soit européen. J'anticipe votre question sur comment on va pouvoir comptabiliser les employages. Comment on va savoir qu'on va atteindre ces 10%-là. Donc tout ce qui est déclaration, donc c'est-à-dire que les metteurs en marché vont devoir déclarer auprès de leurs éco-organismes, j'ai mis tant de bouteilles sur le marché qui sont réemployables, ou j'ai proposé tant de litres de vin en vrac pour que le consommateur puisse le réemployer. Donc toutes ces déclarations-là vont commencer cette année. Donc à partir de début 2025, on va vraiment pouvoir avoir des chiffres tangibles sur aujourd'hui concrètement, on est à tant de pourcentage de réemploi. Et on doit encore atteindre ces 10% d'ici 2027. Donc en 2025, on saura exactement à combien on en est. Et ensuite, nous, au sein de Réseau Vrac et Réemploi, avec nos adhérents et avec un cabinet d'études Deloitte, on va aussi lancer toute une étude là, sur 2024 pour savoir concrètement où est-ce qu'on en est dans le réemploi en France, pour avoir des chiffres tangibles aussi, pour pouvoir tout simplement parler du réemploi et encourager le passage à l'action, puisque évidemment, avec les obligations réglementaires, on va être dans tous les cas obligé d'y passer. Ok, le cap est clair. Alors j'ai une question, je ne sais pas lequel de vous quatre va pouvoir me répondre, mais est-ce qu'on a une idée de combien pèsent les bouteilles de vin finalement qu'on jette aujourd'hui, hein, combien ça pèse dans les poubelles des Français? Est-ce que quelqu'un... non, j'aurais dû vous la demander avant. 3 milliards. Muriel, tu te lances? Moi, c'est ce que j'ai pu lire, c'est qu'il y a quand même 3 milliards de bouteilles qui sont bues, consommées en France. Oui, donc ça fait un certain poids multiplié par 750 Et peut-être sur grammes. ce thème-là, sur la métropole de Lyon, moi j'habite à Lyon, une bouteille qu'on met à recycler, ça coûte 5 centimes à la métropole. Et donc tout le réemploi, c'est autant d'argent que la métropole ne mettra pas et peut mettre ailleurs. C'est aussi un chiffre intéressant. Ok. Bon. À creuser. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'en fait, toute stratégie du réemploi doit aller aussi avec une stratégie vrac. Forcément, parce que quand on parle de 3 milliards de bouteilles, on peut se dire, arriverait-on à diminuer l'utilisation des bouteilles de 30%? Enfin, si on veut vraiment avoir une filière qui tient la route. Enfin, donc, ok. Alors justement, on va voir comment ça marche déjà aujourd'hui. En fait, Célie, donc bout à bout, entreprise de lavage et acteur de la filière, opérateur de la filière. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement aujourd'hui où vous en êtes à bout, combien de bouteilles vous pouvez gérer, combien, enfin voilà, un peu la logistique, comment ça fonctionne déjà à l'échelle de bout à bout, pour donner un exemple concret. Oui, donc en effet, nous, on est opérateur de filière de réemploi, c'est-à-dire qu'on intervient au niveau de chaque maillon de la chaîne pour apporter des solutions et faciliter les choses pour les différentes parties prenantes. Donc, c'est-à-dire qu'au début de la chaîne, on accompagne techniquement les producteurs dans l'adaptation de leurs emballages, donc sur la partie étiquette, la partie bouteille quand c'est nécessaire, etc. Ensuite, on développe un réseau de points de collecte pour que les consommateurs puissent rapporter les bouteilles. On parlait de freins pour les consommateurs tout à l'heure. Là, aujourd'hui, le frein principal, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de points de collecte. Et voilà, c'est un enjeu majeur pour pouvoir
faire du réemploi une nouvelle habitude que de développer un maillage fin en point de collecte. Donc vous en développez pas mal dans les supermarchés en oui, ce voilà. moment. On a un focus, on a 200 points de collecte, ça fait quelques années qu'on développe ce réseau et on a commencé avec des magasins bio, des épiceries, des cavistes, etc. Et l'année dernière, on a commencé vraiment à se développer en GMS et on a un objectif de 150 GMS là sur la façade ouest pour cette année. Donc voilà, ça c'est la partie point de collecte. Et ensuite, on équipe ces points de collecte avec des automates de déconsignation ou des meubles pour le retour des contenants, de la PLV aussi en rayon pour mettre en valeur l'offre en réemploi. Et puis rendre visible ce dispositif aux consommateurs. Et à la fin, donc on organise la collecte des bouteilles dans le réseau, on les trie, on les massifie et on les lave en interne. Donc là, on vient d'investir dans la plus grande usine de lavage de bouteilles en France, à côté de Nantes, qui pourra traiter à terme 60 millions de contenants. Donc là, on est sur des bouteilles, mais aussi sur des bocaux. Voilà, donc ça c'est, on va dire ce qu'on appelle le système clé en main. On organise tous les maillons de la chaîne pour finalement livrer des bouteilles lavées au producteur sans qu'il ait à gérer toute la partie logistique amont. Donc très concrètement, un vigneron, par exemple du muscadet, au hasard, oui. Voilà, petit chauvinisme, il vient chez vous, il dit je voudrais X bouteilles. C'est comme ça que ça se passe ? Alors là, c'est différent. On a un service aussi qui se passe de cette façon. C'est on va dire le lavage à façon, où le producteur nous ramène, ou alors nous, on va chercher chez le producteur des bouteilles qui sont déjà massifiées d'un format. On les lave et on lui rend. Donc ça, c'est vraiment une prestation de service en one shot. Et donc ça, on peut le faire, mais ce qu'on fait surtout, c'est de développer un réseau de collecte où nous, on va chercher toutes les bouteilles, on les massifie, on les lave et on les revend aux producteurs comme des bouteilles neuves, repalettisées en couche hermétique SIFAS. Et on est vraiment comme sur une qualité verrière en fait. Donc le producteur met des bouteilles réemployables sur le marché et in fine, il rachète des bouteilles lavées, palettisées, comme des neuves. Et donc ça ne change pas sa vie en réalité. Voilà, en tout cas c'est notre objectif, que ce soit le plus simple possible pour le producteur et d'apporter la qualité la plus élevée. Et c'est pour ça qu'on a investi dans cet outil de lavage qui est le plus capacitaire, mais aussi aujourd'hui le plus qualitatif. On a vraiment des équipements qualité qui nous permettent d'assurer une qualité optimale identique à des bouteilles neuves. Donc par exemple, on a une laveuse de bouteilles qui a un dispositif de récupération d'eau, de rinçage, etc. pour limiter la consommation d'eau. Ensuite, on a un séchage, une inspection électronique avec 16 caméras qui vont inspecter toutes les parois de la bouteille pour voir s'il n'y a pas une micro-fissure, une ébréchure, vraiment pour fournir une qualité parfaite de la bouteille. Et bien sûr, des tests bactériaux très réguliers pour assurer cette qualité à nos clients. Ok. Au niveau national, où en est la filière du réemploi ? Parce que là, on a vu l'exemple de Bout à Bout qui est vraiment sur le Grand Ouest. Est-ce que toute la France est aujourd'hui équipée comme Bout à Bout ou est-ce qu'il y a encore des maillons faibles ou des régions où c'est plus compliqué que d'autres ? Comment ça se passe aujourd'hui en France ? Alors, ce que je peux vous dire déjà, c'est que la filière réemploi est prête à accueillir la filière viticole, ça, c'est sûr. Aujourd'hui, ce qu'on appelle opérateur de réemploi, donc c'est un peu ce que fait Bout à Bout, c'est dans le service. L'objectif est vraiment pour tout le monde de faciliter le passage à l'échelle. Comment on va faire pour faciliter ce passage à l'échelle ? On sait que la filière du réemploi, aujourd'hui, c'est une filière qui est assez neuve. On est sur des nouveaux métiers, on est sur des choses qui ne sont pas forcément connues. L'idée, c'est que demain, si vous passez sur du réemploi, ça ne change pas votre métier, ça ne change pas votre manière de produire, ça ne change pas votre embouteillage. Vous, votre métier, c'est de faire du vin. Et ensuite, on a les opérateurs du réemploi et leur métier, c'est de faciliter donc, la logistique, le transport, le lavage, la PLV dans les magasins, la collecte ensuite. Donc ça, c'est des nouveaux métiers. Aujourd'hui, des opérateurs de réemploi, on en a 55 en France métropolitaine, donc qui peuvent vraiment agir sur tout le territoire. En termes de lavage, on a 20 laveurs en France, que ce soit des laveurs au niveau vraiment très territorial, donc qui vont être spécialisés sur une région pour laver que les bouteilles, et on a aussi des laveurs industriels. Donc aujourd'hui, on a vraiment de tout. Tous les professionnels de la filière sont prêts à vous accueillir. Ce qu'ils attendent, c'est le volume, évidemment, puisque ça demande beaucoup d'investissement quand même de lancer tout un service, d'ouvrir une grande usine de lavage, merci. Donc,
On est prêt, on vous attend. Et on espère vraiment que, comme disait Thomas, 2024, ça va être l'année du changement, puisque aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de laver de plus en plus de bouteilles et aussi de lever tous ces freins-là dont on parlera juste après. Mais la filière du réemploi est très en avance, elle innove beaucoup, elle a conscience de tous les freins du passage à l'échelle et elle propose les solutions pour lever ces freins. Parce qu'il y a des freins. On va en parler. Alors, je vais me tourner vers Célie, Muriel, mais peut-être aussi Thomas, parce que finalement, quand on parle de réemploi, quand on discute avec des professionnels de la filière, que ce soit des vignerons, des cavistes, par exemple, on entend toujours un peu les mêmes, enfin moi en tout cas, j'entends toujours un peu les mêmes arguments. Côté vigneron, ça va être, de toute façon, moi, je ne vends pas en local, je vends partout en France. Donc, ça me paraît compliqué à mettre en place. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, finalement, à faire revenir des bouteilles de l'autre bout de la France. Enfin, voilà, il y a un frein comme ça. Cette idée que le réemploi, c'est d'abord pour des circuits courts, on va dire ça comme ça. Et côté caviste, ce que j'entends, c'est moi, je n'ai pas de place pour stocker. Ça pue. Voilà, parce que des bouteilles vides, ça pue, faut le dire. Et c'est pas du tout pratique, en fait. Je ne sais pas comment faire. Alors, comment vous répondez? Parce que j'imagine que vous les avez entendus, vous aussi, ces arguments-là. Comment vous répondez? Alors, je ne sais pas lequel, qui de vous, Muriel, peut-être sur la partie des professionnels, en fait, cette question de stockage, qu'est-ce que tu leur réponds Alors, le stockage, c'est aussi également un problème de la restauration. Hein, mais alors, les cavistes, en fait, nous, on a répondu assez facilement. C'est-à-dire que rapidement, on s'est rendu compte que ça allait être compliqué. Et en fait, moi, j'aime bien cette règle. J'ai lu ça quelque part et j'adore. Je l'énonce tous les jours à mon équipe. C'est la règle des 20-80. Donc, quels sont les 20% d'efforts pour 80% de résultats? Et la restauration, quoi. Parce que, donc, pour les cavistes, effectivement, et puis en plus, c'est vrai que ce qui est génial dans tous ces systèmes-là, c'est vraiment de penser que les solutions d'aujourd'hui ne seront pas les problèmes de demain. Et pour ce qui est de récupérer les bouteilles chez le caviste, là où ça devient compliqué, c'est qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux pas... Le consommateur a déjà un geste d'aller aux bornes de recyclage. Est-ce qu'il ne s'agit pas de transformer les bornes de recyclage avant de changer le cerveau des Français, ou des Anglais? Mais je dis ça en toute... je n'ai pas les réponses. Une solution à proposer, mais concrètement aujourd'hui, en fait... Alors concrètement, nous, c'était la bouteille allégée pour moi. C'est-à-dire que je ne voulais pas, parce que... Et en fait, cette contrainte qu'on a eue de travailler avec les cavistes, à cause de Covid, parce que sinon, on n'aurait même pas essayé. On aurait fait la bouteille de 550 grammes ou 600 grammes. Là, je ne voulais pas me faire prendre à mon piège. Donc, j'ai dit, il faut absolument qu'on ait une bouteille allégée, parce que sinon, on va nous reprocher de causer plus de problèmes. Et ça, nous, on est une petite boîte. On peut se permettre de faire des expériences. On est un labo, si vous voulez. Donc, on fait ce qu'on veut. Donc, c'est génial. On n'a pas... et donc, c'est pour ça... Si vous pouvez nous la ramener, c'est très bien. Donc, il y a certains magasins où on a quand même un succès de 40%. Mais bon, ils sont convertis. 40% de retour, quoi. Oui, mais on prêche aux convertis, donc on ne sait pas. Enfin, c'est par là que ça commence. Oui. C'est par là que ça commence. Mais donc, en fait, pour moi, voilà, c'est le poids de la bouteille qui... ok, très bien. Parce qu'au moins, on ne crée pas d'autres problèmes. On ne peut pas nous dire, le mec, il ne ramène pas la bouteille... On reste dans du recyclage. Au cas où elle ne serait pas ramenée mais bien jetée, au moins on a une bouteille légère, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Ok. Célie, sur les arguments, ça prend de la place. Non, mais c'est surtout sur le côté vigneron. Moi, je vends pas en local. Je peux répondre aux deux, peut-être, parce qu'on a du coup l'expérience des deux. C'est vrai que chez les cavistes, ça peut poser souci la place des casiers. Et c'est pour ça que nous, on s'adapte vraiment, on met en place des tournées mutualisées pour proposer une collecte à partir de 10 casiers, ce qui est quand même assez raisonnable par rapport à une palette, par exemple, ou ce qu'on peut faire dans d'autres types de magasins. Donc, on s'adapte vraiment à ces contraintes. Et je te rejoins sur le fait que peut-être, in fine, les points de vente ne seront pas forcément...
se recouperont pas forcément avec les points de collecte à 100%, et qu'il y aura des endroits où on va acheter et d'autres endroits où on va rapporter, que ce soit les bornes à verre. Alors ça, j'y crois un peu moins parce que c'est des machines connectées, donc c'est un peu plus compliqué en extérieur, c'est assez cher, mais par exemple dans les magasins ou dans les grandes surfaces qui ont la place pour récupérer ces bouteilles, ben, ce sera peut-être plus facile à mettre en place. Donc ça, voilà, c'est ce qui se passe en Allemagne et en Belgique. Hein, Oui. Mais c'est vrai que le consommateur aujourd'hui, il ramène déjà ses bouteilles quelque part finalement. Oui, c'est ça. Ce qui est important, c'est la densité du réseau de collecte, plus que de rapporter forcément dans chaque endroit où on a pu acheter la bouteille. Donc ça, c'est pour la partie caviste et petits magasins en général. Et sur la partie producteur, pour répondre à la question, c'est vrai que quand on fait 90% d'export, ça fait moins sens de passer au réemploi, en tout cas sur ces volumes-là, sauf si on peut trouver des débouchés. Finalement, là, je me rappelle de l'intervention de la Maison Ravoir l'année dernière qui disait qu'il y avait des intéressés aussi dans certains pays pour racheter ces bouteilles, récupérer ces bouteilles, c'était des bouteilles de type Bourgogne, dans d'autres pays. Donc on peut imaginer des standards européens ou autres, voilà. Oui, voilà. Donc ça c'est une piste pour le réemploi quand on fait de l'export. Et puis sinon, c'est d'avoir des lots séparés. Ça, on a des producteurs qui font ça. Donc les lots qui partent à l'export sont pas forcément les mêmes que ceux qui restent sur le territoire national. Et pour justement cette connotation locale du réemploi, nous, c'est la raison pour laquelle on travaille sur des standards qui pourront être collectés partout et récupérés par des acteurs locaux, lavés et revendus à des producteurs sur place. Il y aura forcément un petit peu de transfert parce que les régions productrices et consommatrices ne sont pas forcément toujours les mêmes. Et on aura, voilà, il y a à certains endroits, il y aura plus de bouteilles type Bordeaux et d'autres, voilà, type bourguignonne. Donc il y aura des transferts massifiés, mais qui ne remettent pas en cause l'intérêt environnemental de la filière, au contraire. La bouteille standard, hein, c'est une clé du réemploi. On va en reparler en détail tout à l'heure. On peut en reparler déjà maintenant. Je reprends mes petites fiches. Justement, oui, sur la bouteille standard, donc c'est la solution, enfin une solution qui est aujourd'hui préconisée. Donc Célia en a un petit peu parlé, cette idée qui est un nombre défini de bouteilles de vin disponibles pour le producteur, qui puisse choisir selon, voilà, mais pas à l'infini et pas de bouteilles personnalisées. Ça, c'est un grand pas à demander à la filière viticole aujourd'hui, qui n'y est pas du tout, la bouteille standard. C'est même aujourd'hui, la bouteille peut être un argument, enfin c'est un argument marketing, mais c'est aussi, elle a aussi une valeur patrimoniale ou culturelle, enfin voilà. Cécilia, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux essayer de nous convaincre sur cette bouteille standard ? Parce que voilà, c'est compliqué aujourd'hui. Enfin voilà, on est dans un salon. Je pense qu'on peut trouver des dizaines de sortes de bouteilles différentes, et c'est important pour chacun des producteurs présents Enfin, il l'a pas choisi par hasard. Donc pourquoi aller vers un modèle de bouteille ? Aujourd'hui, si on veut un vrai passage à l'échelle, on est obligé de passer par les standards. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que je suis un producteur de vin ou de jus de fruits. Je fais mon embouteillage. J'envoie ma production partout en France. La collecte, c'est compliqué. La reverse logistique, tant que mon parc de bouteilles revienne à moi, c'est compliqué. Si j'utilise une bouteille standard, ma bouteille n'est pas obligée de revenir dans mon usine. Elle peut aller n'importe où et être réembouteillée n'importe où. Donc pour un vrai passage à l'échelle, aujourd'hui, on est obligé de passer par le standard. Ça, on le sait. L'Agence de développement, l'ADEME, le sait aussi. Et c'est pour ça que dans la loi AGEC, donc la loi dont je vous parlais tout à l'heure, ils ont mis des obligations pour les éco-organismes de travailler sur les standards. Donc, ces standards devaient sortir le 1er janvier 2022, il me semble. Et vu que ces éco-organismes avaient un petit peu de retard, on a pris les devants chez Réseauvrac et Réemploi, donc avec nos adhérents, donc notamment Bout à Bout, pour identifier nos standards. Donc on a fait des tests avec les laveurs, avec les verriers, avec les étiquettes aussi, puisqu'il faut bien penser aussi qu'il faut des étiquettes hydrosolubles, pour, selon nous, quelles étaient les bouteilles qui puissent être réemployées et donc qui puissent être identifiées comme étant standards. Aujourd'hui, dans notre catalogue de standardisation au sein de Réseauvrac et Réemploi, on a différentes typologies de bouteilles, puisqu'en fait, on a fait le travail de repartir sur des bouteilles qui sont déjà existantes, qui sont déjà sur le marché. Donc, par exemple, pour un Bordeaux ou pour un Bourgogne, on peut avoir 5 bouteilles qu'on décide qui sont standards. Comment, après, on va pouvoir identifier ces bouteilles ? On a créé un pictogramme qu'on met sur l'étiquette de la bouteille pour que le consommateur puisse savoir qu'il peut la ramener dans un point de collecte.
Donc ce pictogramme ne peut pas être utilisé sur des bouteilles qui ne sont pas dans ce catalogue de standardisation. Ensuite, depuis l'année dernière, à peu près 2023, on a Citeo, l'éco-organisme, qui a commencé à travailler sur ces standards. Donc lui, il a fait un travail qui est un petit peu différent du nôtre, c'est-à-dire qu'il n'est pas parti de l'existant, il est reparti de zéro. Et il a conçu un moule, qui est une nouvelle bouteille, qui n'appartient à aucun verrier, qui pourra être ensuite utilisé par tous les verriers. Donc là, ça va vraiment être un standard nouveau qui va arriver sur le marché. Donc on est encore en phase de développement. Ils font des tests, notamment avec les laveurs, avec bout à bout. Et donc ce standard sera disponible, il me semble, fin de cette année ou l'année prochaine, je crois. L'année prochaine pour le vin, voilà. Et donc ce standard, ce sera le même pour tous les verriers. Donc aujourd'hui, on ne connaît pas encore le prix de cette bouteille. Je ne me souviens plus vraiment du poids de la bouteille aussi, mais je crois qu'on est sur une 500 grammes, 500-550 grammes, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, on a plusieurs standards. Déjà, on a les standards qui sont déjà existants sur le marché, qui ont été identifiés comme réemployables, et on a les nouveaux standards Citeo qui vont arriver. Mais dans tous les cas, on sait qu'on est obligé de passer par la standardisation pour le passer à l'échelle. Et effectivement, je reviens sur le côté un peu marketing. On sait que le consommateur n'est pas forcément habitué à avoir une bouteille de réemploi qui peut être un petit peu abîmée sur le côté, puisque les bouteilles se cognent. Le verre un peu terni. Voilà, quoi. exactement, Ouais. le verre un peu terni, etc. Ça, c'est juste de l'éducation du consommateur. C'est-à-dire qu'en Allemagne, plus une bouteille est abîmée, plus elle est sexy aux yeux des consommateurs parce qu'ils se disent que c'est une bouteille qui a été réemployée plein de fois. Donc là, c'est juste de la communication auprès des consommateurs. Donc ça, on le fait beaucoup. Je pense que Thomas le fait aussi beaucoup avec sa marque. Nous, on le fait beaucoup au sein du réseau avec tous les professionnels. L'idée, c'est de changer les habitudes de consommation et c'est de rendre cette nouvelle bouteille standardisée et réemployable sexy. Renverser les codes, rien que ça. Tu veux rajouter apporter une petite précision avec les équipements d'inspection électronique qu'on peut avoir dans sur les outils de lavage, sur les chaînes de lavage. On peut aussi mesurer le degré d'usure autour de la bouteille. Voilà, ce dont tu parlais tout à l'heure, ça s'appelle le scuffing. On peut mesurer ce degré d'usure et évacuer pour des lots B ou C, par exemple, les bouteilles qui sont abîmées. Et donc garder des lots où on n'a pas du tout ces traces en lot A, lot B, lot C. C'est-à-dire que ces bouteilles sont tout à fait réemployables, mais elles sont plus ou moins marquées. Et donc parfois, certains producteurs ne sont pas du tout dérangés par ce côté-là, et d'autres peuvent l'être un peu plus, et on peut les comprendre aussi. Donc on a possibilité, nous, de s'adapter sur ce point-là. Oui, Thomas, en fait, je voudrais que tu nous expliques, toi, quel genre de bouteilles vous utilisez. Est-ce qu'elles sont ternies? Est-ce que ça pose un problème? Comment ça fonctionne? Quelle bouteille, quel poids elle fait aussi? Parce que voilà, Muriel parle de 390 grammes. Cécilia a plutôt parlé de 550, c'est ça? Donc, vous, c'est combien chez OE? Justement, je prenais note auprès de Célie. Les nôtres font 560 grammes, c'est ça? En fait, nous, on s'est adapté on s'est aligné avec ce qu'a décidé le réseau Réemploi, le réseau consigné à l'époque. Et on a fait partie des acteurs qui ont tout mis sur la table pour essayer de se réaligner et d'avoir un standard. Vraiment, ce standard, on sait que c'est un des freins pour la filière vin. Et pour autant, quand on va en grande distribution, par exemple, franchement, toutes les bouteilles, c'est en gros les mêmes, quoi. Et ok, il y a toujours 20% des bouteilles qui ont besoin d'être un peu tordues, un peu bizarres, un peu ci ou ça. Mais 80% des bouteilles, c'est les mêmes. Et donc, il y a vraiment possibilité que la filière s'aligne sur un standard. Et puis, plus ça va aller, plus les volumes seront conséquents et plus il pourrait y avoir peut-être de types de bouteilles, etc. Mais vraiment, c'est possible. Il ne faut pas avoir ce biais mental-là. Ce blocage-là. Nous, dès le début, on est parti sur le standard. Et dès le début, on est parti sur une logique non propriétaire. Nos casiers, par exemple, ils ne sont pas floqués OE. On livre en casier... c'est pas marqué OE, pour que ce soit non propriétaire et qu'on se partage le plus les choses. Il y a un peu ce truc-là, un peu mental dans la filière vin, de domaine, propriété, moi, mon truc, mon royaume. En fait, là, la logique du réemploi, c'est vraiment la jouée collectif, la jouée organique, de se partager les flux. Et donc, nos bouteilles, nous, on embouteille près de Lyon. On va chercher le vin, on va sourcer le vin auprès des vignerons, on embouteille près de Lyon, et après, on va les envoyer près de Nantes. Les bouteilles vont être réemployées, lavées près de Nantes, et peut-être reprises par un vigneron nantais, alors en fonction du type de bouteille. Et après, lui, il va l'envoyer peut-être à Marseille et ce sera pris par d'autres. Et voilà, et la bouteille, on se la partage et on la joue collectif. Et ça, c'est ce qui a le plus de sens. Alors non, nos bouteilles ne sont pas encore assez abîmées. J'aimerais qu'elles le soient beaucoup plus parce qu'on n'a pas encore eu assez de cycles de lavage.
mais tout le but, c'est qu'elles le soient le plus abîmées possible. Et ça posera pas de problème de les distribuer comme ça non. Non, au contraire, et je crois vraiment à cette logique allemande où plus la bouteille sera abîmée, plus elle aura de valeur. On voit que il y a des vêtements comme ça où plus le vêtement est abîmé, plus on voit qu'il y a de la valeur. Je pense que cette logique-là va arriver dans le marketing du vin aussi ou de la bouteille. Le discours, ok. Muriel, vous, les bouteilles, elles sont, Sustainable Wines, elles sont beaucoup plus légères. Elles sont en quel état, vos bouteilles Mais nous, en fait, comme on s'occupe de notre logistique, même elles reviennent assez souvent, donc on arrive à les réutiliser jusqu'à 10 fois par an quand même. Et mais on met en bouteille nous-mêmes. Donc en fait, on est vraiment en modèle vertical. Enfin, on fait circulaire, je sais pas. Complètement circulaire. À 360 degrés, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que après c'est intéressant d'entendre. Nous, comme les chauffeurs ont l'habitude. Enfin après, c'est vrai que c'est des façons différentes de travailler, c'est de la formation différente, mais on n'a pas de casse. Bon, je ne suis pas sûre qu'on soit complètement représentatif de 3 milliards de bouteilles, évidemment. Mais c'est vrai que ce qu'on a à dire est intéressant par rapport au poids de la bouteille. C'est possible, en tout cas. Ça peut marcher. Voilà, jusqu'à preuve. Voilà. Donc, ça, c'est crucial. Et après, comme disait Thomas, par rapport aux formes de la bouteille, nous, l'année dernière, on a fait un pilote avec donc le Porto Protocol et la London Wine Fair. On a récupéré 10 000 bouteilles. Donc j'avais un stagiaire de l'INSEC qui a mesuré les bouteilles pendant un mois. Et en gros, c'est vrai qu'on s'est arrêté après 800 types de bouteilles. Je lui ai dit on arrête de compter. Mais en fait, donc à première vue, on se dit voilà, mais tout le monde a des bouteilles différentes, on ne va pas s'en sortir. Et en fait, quand on reprend les hypothèses différemment, on essaie de se mettre dans la tête du vigneron et on dit mais qu'est-ce qu'ils cherchent ? Et en fait, on se rend compte qu'ils veulent tous la même chose. Soit ils veulent une bouteille légère, pas chère, etc. Soit une Bordeaux, soit une Bourgogne, et après c'est très peu de vignerons, ils veulent une bouteille très premium, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc en fait, c'est vrai que les vignerons, quelque part, c'est aussi le marché des vignerons à prendre il faut vraiment informer pour qu'il y ait une prise de conscience et que le vigneron lui-même fasse le choix et pas dans un catalogue de verriers. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un verrier parmi nous Je ne sais pas non plus s'il y a des verriers, ça serait intéressant. Mais effectivement, l'idée, c'est d'abord s'inquiéter des 81% de volume de vin qui n'ont pas besoin forcément de bouteilles hors du commun, on va dire ça. Et après, on verra pour les 20% qui restent, qui ont peut-être besoin d'une bouteille premium. Voilà, effectivement, et au lieu de voir Ok, j'ai bien compris ce que vous... Et surtout aussi, et là, il y a un truc qu'on a remarqué, nous, par rapport, quand on a récupéré toutes ces bouteilles, c'est qu'en fait, ça dépend du marché. Donc, on a fait 2 pilotes. On a fait la London Wine Fair, et après, on a fait un pilote avec les restaurants londoniens, un peu branchés, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est les mêmes bouteilles qui reviennent. Et après, on les identifie même à vue. On n'a même plus besoin de mesurer. Et là, donc c'est intéressant parce qu'il suffit de diviser, enfin il suffit, il s'agit de diviser en fait le marché, voir est-ce que c'est le marché du CHR, restauration, branché, collectivité, etc. Et on va voir que les codes en fait sont différents par marché. Et là, après, on peut même imaginer, parce que 3 milliards de bouteilles, il va falloir les gérer quand même, hein. Donc on peut très bien imaginer qu'il y ait une usine de lavage qui est spécialisée pour les restos parisiens, une autre pour le CHR. Enfin, après, on peut tout imaginer, mais c'est important d'arriver à classifier. Voilà. Le temps passe, donc je voudrais quand même qu'on réponde à la question de la table ronde, à savoir la filière vin est-elle prête à franchir le pas ? Et qu'on parle aussi un peu, rapidement du coup, mais quand même des freins qui existent. On en a parlé un petit peu ensemble. Il y a beaucoup d'usagers de contenants en verre, de bouteilles ou bocaux, etc. La filière vin en fait partie. A priori, la filière vin n'est pas forcément le premier moteur
du retour de la consigne en France, on peut le dire comme ça. Voilà. Et je voulais du coup savoir pourquoi, à votre avis, où sont les freins, qu'est-ce qui coince encore aujourd'hui? Alors on a vu, voilà, il y a des obstacles techniques, pratico-pratiques, on va dire. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Alors peut-être Muriel, encore un avis, non, sur les freins, sans langue. Vu de l'extérieur aussi, parce que vu d'Angleterre, voilà. Il y a oui, mais on est très gros consommateurs de vin. Hein. Donc le frein, en fait, c'est en train de se mettre en place, mais c'est vraiment aller dans le même sens et puis se poser effectivement les questions de ces 3 milliards de bouteilles. À mon avis, c'est là que ça commence. Hein, et c'est comment on arrive à... voilà, c'est qui fait quoi. D'accord. Parce que tout le monde a envie que ça se passe. Oui, mais ça se passe pas. non, mais si, ça se passe un peu quand même, j'exagère. Thomas... je dirais que la filière de réemploi est vraiment prête et sait absorber les bouteilles. Vraiment, l'écosystème est présent. Maintenant, il faut que les acteurs du vin, les vignerons, jouent le jeu, juste fassent les quelques changements, prennent le temps. Il y a vraiment ce sujet-là. On est dans une filière qui est très éclatée, si je puis dire, avec beaucoup de petits acteurs, tous géniaux de leur côté. Et donc, il faut que chacun prenne le temps de se mettre en mouvement, changer sa bouteille, changer son étiquette, rendre possible le truc, quoi. Et pour ça, tous les acteurs du réemploi sont là pour répondre aux questions. Et il y a vraiment une logique d'écosystème hyper belle et forte. Et après, il faut que les volumes basculent, quoi. Et ils vont basculer parce que la filière vin, c'est le fleuron de l'économie française. Il faut qu'on soit à la pointe sur la décarbonation, sur la régénération, sur tous ces thèmes-là. Et là, on a dans les mains, vraiment à portée de main, un acte de bascule complet, quoi. Et vraiment fort en termes de carbone. Enfin, Céline a donné les chiffres, c'est hallucinant, les gains avec ce petit mouvement du réemploi. Et franchement, l'effort pour le vigneron ou pour le metteur sur le marché, il est pas si grand que ça, quoi. Et les bénéfices sont hallucinants, donc l'un dans l'autre, on n'a pas le choix. Ok. Et sur le côté marketing et sur l'image, je sais que vous, à OE, vous avez vraiment... non seulement vous avez des bouteilles consignées, mais en fait, c'est le cœur de votre proposition, finalement, et le marketing est orienté vers ça. Il y a vraiment une démarche de valoriser ce choix-là. Est-ce que... comment... Rapidement, quand même, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le consommateur est réactif à ça? Est-ce que c'est un discours qui porte? On a vu cette idée de revaloriser la bouteille un peu usée, etc., et de renverser les codes. C'est un peu ce que vous essayez de faire avec OE, non? Oui, nous, avec OE, on veut utiliser ce qu'on a dans les mains pour le mettre au profit du bien commun. Et donc, entre autres, il y a la consigne dans tout ce qu'on déploie chez OE. Et donc, on veut évangéliser nos partenaires restaurateurs à qui on ne fait pas encore la consigne. On va les former à comment rendre ça possible. Évangéliser ceux qui ne sont pas encore en casier. Hop, venez, on va passer en casier. Venez, on joue le jeu. Et donc, je pense que c'est le rôle qu'on peut tous se donner d'utiliser nos bouteilles pour créer ce mouvement-là et créer la bascule. Voilà, et donc nous, évidemment, ça nourrit le discours commercial parce que nos commerciaux, ils vendent le vin, mais ils vendent aussi tout ce qui est avec, tout le discours, tout rendre possible ce réemploi. Ça fait partie aussi de la formation de nos commerciaux. Ce que moi, je trouve génial. Mettre nos entreprises au profit du bien commun, c'est ça qui fait la diff, quoi. C'est ce pourquoi on se lève chaque matin chez OE. Merci. Alors, on a quelques minutes pour des questions. Rapidement. Une question dans le fond. Bonjour, moi j'interviens en tant que professionnelle de la restauration. Qui paye le réemploi en fait? Est-ce que nous, restaurateurs, on doit payer la collecte des bouteilles? Est-ce que par exemple il y a la collecte des bouteilles d'eau déjà qui est mise en place depuis très longtemps? La bouteille est moins chère quand elle est collectée. Est-ce qu'on a prévu ça Et je travaille dans plusieurs pays, c'est différent dans chaque pays. Alors, je vais parler pour la filière bout à bout. C'est peut-être pas le cas partout, mais en tout cas, nous, on travaille beaucoup en ce moment avec des distributeurs grossistes en boissons pour récupérer, du coup, par réseau, toutes les bouteilles d'un réseau de chaque distributeur. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de coût de collecte pour les restaurateurs. C'est inclus dans le service du distributeur grossiste en boissons. Il peut y avoir un coût, par exemple, pour les magasins du réseau de collecte, notamment pour les GMS, où il y a quand même il y a un coût logistique qui existe,
Mais on n'en a pas parlé, mais il y a un fonds réemploi là, qui a été mis en place dans le cadre de la loi AGEC et qui va permettre de financer la collecte. À partir de cette année 2024, il y aura des financements pour prendre en charge ces coûts de collecte pour le réseau de distribution. Mais aujourd'hui, en tout cas pour Bout à Bout, c'est déjà gratuit, enfin, c'est déjà inclus dans l'offre des distributeurs grossistes pour les restaurateurs. Effectivement, si je peux juste parler un peu de la partie économique, on sait que ça peut être un frein, la partie économique. Et aujourd'hui, que ce soit les territoires, donc les régions, les départements, même les collectivités, que ce soit l'ADEME, que ce soit les éco-organismes, il y a des fonds pour les metteurs en marché, donc pour se lancer donc dans le réemploi, tout simplement. Et ensuite, comme l'a dit Célie, sur la partie distribution. Et pour encourager aussi le passage au réemploi, les éco-organismes vont mettre en place des baisses de taxes sur les emballages pour ceux qui font du réemploi. Donc aujourd'hui, vraiment, tous les voyants sont au vert pour passer au réemploi. Oui, bonjour. Je suis vigneron, je suis impliqué dans le réemploi depuis plusieurs années dans le Languedoc. Et quand on parle de massification, ce qui est un point important pour le réemploi, on parle forcément, quand on voit les chiffres, de grande distribution, puisqu'il me semble que c'est 8 bouteilles sur 10 qui sont vendues en GD aujourd'hui, peut-être. Donc, est-ce que tant qu'on est dans nos discussions de CHR, restaurant, est-ce que finalement on n'est pas à côté du sujet? Et le vrai sujet, c'est est-ce que les acteurs de la GD sont autour de la table, en fait? Je crois que ça fait partie justement des signaux en ce moment, hein, que le réemploi est en train de passer à une autre échelle. Est-ce que c'est pas ça Célie travaille avec la GMS, OE aussi. Oui. C'est vraiment un focus pour nous cette année, je le disais tout à l'heure, de déployer le réseau de collecte en grande distribution. Donc là, aujourd'hui, on a 17 magasins en GD qui sont engagés et on a un objectif d'en avoir 150 en fin 2024. Et par ailleurs, il y a des obligations dans le cadre du PPWR pour les distributeurs, à partir d'une certaine surface, de mettre à disposition un point de collecte, un point de retour pour les consommateurs. Tu peux peut-être en dire un peu plus ? Alors exactement sur ce point-là de la PPWR, je ne sais pas, okay. Désolée. Bon, mais en tout cas, il y a une obligation, ça c'est certain. Oui. Et j'ai oublié la surface minimum, mais ça sera pour tous les distributeurs. Mais il y a pas mal d'obligations pour les distributeurs, mais c'est surtout qu'il y a un gros travail qui se fait sur la grande distribution, puisque pour nous, c'est obligatoire pour passer à l'échelle qu'on doit travailler avec la grande distribution. Donc nous, au sein de Réseau Vrac et Réemploi, on discute beaucoup avec la grande distribution, on les accompagne. On a tous nos acteurs, tous nos professionnels qui travaillent avec la grande distribution. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'offres dans la grande distribution sur la partie réemploi. Donc là, Bout à Bout disait qu'ils avaient un objectif de 150. Mais en fait, sur les 50 autres opérateurs, on en a beaucoup. On a Loop qui existe chez Carrefour, qui a depuis très longtemps, qui a beaucoup de magasins et qui va en déployer encore avec des nouvelles enseignes cette année. Donc la grande distribution va être obligée d'y passer et elle en est consciente et elle est en train de faire le pas. Et est-ce qu'au niveau de France Consigne, est-ce que dans les autres bassins, donc en dehors de la Loire, est-ce que la GD a été approchée aussi ? Est-ce que vous savez Oui, elle a été approchée par certains opérateurs, pas par tous encore, mais il y a vraiment, pour le coup, il y a un travail qui est fait en commun pour savoir comment aborder le maximum de magasins en passant par les centrales aussi, pour avoir plus d'impact. Et toutes les enseignes de grande distribution sont aussi présentes dans les groupes de travail de Citeo, qui est un des 2 éco-organismes de la filière des emballages ménagers. Et donc voilà, il y a pas mal de groupes de travail depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Et à tous les groupes de travail, on voit des représentants des grandes enseignes de grande distribution. Donc ils sont sur le sujet en tout cas. Pour suivre le sujet du réemploi depuis quelques années de loin, en commençant par Bout à Bout, je peux vous dire que c'est un champ qui évolue en permanence. C'est-à-dire ce qui était vrai il y a 1 an ne l'est plus forcément aujourd'hui. Enfin, voilà, ça change tout le temps et on voit la progression. Enfin voilà, il faut pas. Voilà, il faut rester en mouvement et sur tout ce qui se passe parce que ça bouge. Il y avait une question là où j'ai rêvé. Non, j'ai rêvé. Ok. Ah là-bas. Je cours, je vole. Merci. Ouais, une question super rapide pour Célie plutôt par rapport à la revente du coup de bouteilles aux producteurs.
par rapport aux mêmes standards chez Verallia ou quoi? Comment vous vous positionnez en termes de prix? Alors, concernant les tarifs, donc c'est de manière générale beaucoup plus avantageux d'acheter des bouteilles lavées que des bouteilles neuves. Après, ça dépend un petit peu des volumes et des tailles de bouteilles. Par exemple, sur une bouteille 33 centilitres, on peut pour l'instant être moins compétitif que le neuf, mais voilà, c'est une filière qui va s'optimiser et on va réussir à avoir des tarifs plus intéressants sur tous les types de bouteilles à terme. Mais sur le vin, alors ça dépend des volumes, bien sûr. Si vous avez des volumes moyens, a priori, on est plus intéressant en réemploi qu'en usage unique. Je peux vous donner peut-être une fourchette ? Alors, il y a 2 services, je le disais tout à l'heure. Il y a un service lavage à façon et un service de collecte mutualisé qui inclut toutes les opérations de logistique. Donc, sur la partie réseau mutualisé, on est entre 25 et 32 centimes, tout compris. Et sur le lavage à façon, on est entre 18 et 24, selon les volumes. Et 18 et 24, ça c'est quand on est sur des bouteilles standards. On peut aussi traiter des bouteilles non standards, on peut le faire. Par contre, c'est un petit peu plus cher, voilà, parce qu'on veut inciter à cette standardisation. Plus de questions? Bon, bah, merci beaucoup à tous. Je peux faire un petit mot de conclusion? Oui, pardon. Excusez-moi. Je vais juste faire un petit mot de conclusion. Donc, je sais que ça peut être difficile pour vous parce que le réemploi, ça vous paraît loin, que les acteurs du réemploi, on ne les connaît pas. Donc, je vous invite tous à venir au Salon du vrac et du réemploi qui se déroulera le 13 et le 14 mai à Paris, au Parc Floral. Et il y aura tous les professionnels pour vous proposer les solutions pour passer à l'action. Donc, venez, je peux vous offrir des places avec un code promo qu'on a mis en partenariat avec la WineTech, qui vous permettra de venir rencontrer tous les professionnels et de passer à l'action. Donc, rendez-vous les 13 et 14 mai au Parc Floral de Paris. Merci beaucoup. Merci.